En fait, les stratégies politiques depuis 10-15 ans poussent la technologie à l'école en disant que la technologie va supporter tous les manques de l'école. C'est assez classique et c'est un leurre en fait de considérer que parce qu'on a une technologie à l'école, ça va mieux marcher. Il faut bien sûr équiper les établissements de technologie, il faut qu'ils aient les moyens de travailler, mais il faut aussi les accompagner et donc leur dire comment les utiliser et les former. Et voilà, il ne faut pas juste équiper les tablettes, autrement ça va avoir les mêmes effets, c'est-à-dire assez peu. Ouais, moi je partage complètement cette opinion. Enfin, l'idée c'est de ne pas être dans une approche de nouveau technocentrée, qui est une approche en fait finalement classique, mais d'être dans une approche, on va dire, techno-pédagogique. L'objectif n'est pas d'imposer des technologies aux enseignants, mais de voir quels sont les besoins chez les enseignants en termes de technologie, et de voir un petit peu comment ces technologies peuvent remplir ces besoins, voire les aider à améliorer, augmenter leur processus d'enseignement. On équipe avec de la technologie en pensant que l'usage va émerger de la disponibilité de cette technologie. Or, on le sait, ça ne fonctionne pas. Donc on l'a vu pour les tableaux blancs interactifs, l'enseignant ne sait pas quoi en faire, c'est pas intégré à son approche, donc on sait que ça ne suffira pas à faire quelque chose d'intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire de manière à ce que ce soit effectivement utilisé. Alors c'est une très très bonne question en fait en ce qui concerne les jeux par exemple. Parce qu'il y a deux traditions dans les jeux. Il y a la tradition d'Erasme. Donc Erasme, c'est donc quelqu'un qui a écrit un traité d'éducation pour le duc de Bourgogne et qui dit voilà, nos jeunes, c'était au XVIIe siècle, nos jeunes n'apprennent plus rien, ils sont peu enclins à travailler, donc il faut faire des jeux pour les amener à se mettre au travail. En fait, on va leur cacher le travail derrière le jeu. C'est une tradition qu'on retrouve maintenant beaucoup, et on a beaucoup dans ce discours, dire on va mettre du jeu simplement pour finalement tromper le joueur. Et je crois que Erasme utilise le terme aussi qui est trompé. Et on voit bien que là, la technique, c'est une technique du chocolat sur les brocolis, c'est-à-dire qu'on va séduire avec le chocolat, mais peut-être que derrière, le joueur, il va sentir le brocoli du jeu qui n'est pas si jouable que ça, en fait, et ça pose problème. Mais il y a d'autres traditions, comme Froebel, du 19e siècle, qui lui a... Froebel, c'est quelqu'un qui a eu une influence très très forte sur la mise en place des écoles maternelles, en particulier en Allemagne. C'est quelqu'un qui dit les jeux sont intrinsèquement intéressants d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire qu'on va trouver dans le jeu, par exemple, la possibilité de faire des erreurs, de se tromper, et c'est pas grave. On va trouver dans le jeu la possibilité d'avoir des retours sur ces erreurs, et de comprendre et d'apprendre de ces erreurs. Donc on va trouver à l'intérieur du jeu donc des ressorts pédagogiques qui sont extrêmement intéressants pour l'apprentissage. L'essayage, comme beaucoup de domaines de recherche, ne passe pas des modes. Donc, il a les modes, bon, je ne vais pas citer aucune pour vexer, mais il a des modes. Et donc, on se précipite sur... Voici, il a les modes des MOOCs, donc on pense que l'essayage, c'est les MOOCs. Il a des modes sur les CS games, on se précipite sur les CS games. Il a des modes sur l'intelligence artificielle. Et en fait, l'essayage doit résister à ces modes, mais en même temps, s'intéresser et respecter et réinterroger la question dans l'époque dans laquelle on est, l'intelligence artificielle et l'éducation. Ça fait longtemps qu'on travaille, mais maintenant que ça revient à un sujet d'intérêt, on les réinterroge autrement parce qu'on a plus de traces, parce qu'on a des traces différentes, parce qu'on peut modéliser avec des approches qu'on ne pouvait pas il y a 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est des questions qui sont encore intéressantes. Je pense qu'il y a des œillages de séduction, mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut que les œillages soient des outils de séduction ? On parle beaucoup dans les serious games de la motivation de l'apprenant. Et moi, je pense qu'en fait, c'est une fausse piste. Parce que d'ici quelques années, tous les élèves auront été en contact au moins une fois avec un serious game et ils savent que ce n'est pas un jeu comme les jeux qu'ils achètent dans le commerce. Donc en réalité, le vrai enjeu pour les serious games, par exemple, à mon avis, c'est de l'immersion du joueur et des processus d'interaction, enfin des méthodes d'interaction qui sont différents de ce qu'on trouve dans l'enseignement classique.
Et donc on s'est rendu compte, et les psychologues nous ont beaucoup aidés à ça, qu'effectivement il y avait des gens qui apprenaient de manière séparée dans le virtuel, et on est coupé complètement de la réalité. Et c'est pourquoi actuellement le jeu il sort du virtuel. On a énormément d'applications dans lesquelles on commence dans le jeu et on se donne rendez-vous dans la vraie vie pour faire des activités à plusieurs dans la vraie vie, en se servant de ce qu'on a appris dans le jeu, et on retourne après dans le jeu pour continuer l'émission. Dans le cadre par exemple de ma première activité de recherche qui sont les jeux sérieux, l'objectif d'un jeu sérieux pour moi c'est de lui donner accès à une situation réelle. C'est-à-dire de le mettre dans une situation où il va pouvoir faire des erreurs, il va pouvoir générer des gros problèmes, il va pouvoir tester, il va pouvoir tenter des choses, voire interagir avec ses collègues, et tout ça sans danger, ni pour les compétences qu'il va acquérir, ni pour l'environnement autour de lui. J'ai vu des EIH en chimie, par exemple, où ils peuvent faire sauter la planète. Eh ben, ils font sauter la planète, c'est qu'ils ont fait une erreur, ils le savent, c'est pas grave, on peut recommencer. You know, I think I've heard this in my entire career, this idea that it's somehow unnatural. Early in my career, the screens that we had were only green colored, and people would talk about this green glow on the students' faces makes them look sick. And are they unhealthy because they are? And so the theme of alienation, of course it's a theme in our society today, is our mobile device making it's always there. L'enseignement risque-t-il d'éloigner les apprenants de la réalité? Non. Les EIH non plus. Ça peut, s'ils sont très bien conçus, trop bien conçus, mais on en est très loin. La règle de base des EIH, en tout cas des aspects ludiques, quand on est dans du jeu sérieux ou de la ludification, c'est que les aspects pédagogiques et ludiques soient bien intégrés l'un à l'autre. S'ils sont séparés, on va avoir des phases plutôt ludiques qui peuvent créer une addiction et la personne va s'engager dans ces activités ludiques sans apprendre, et des aspects plutôt du coup pédagogiques sur l'apprentissage qui vont être délaissés. S'ils sont bien intégrés, là la personne, même si elle passe du temps, elle passera du temps à apprendre et c'est l'objectif voulu. Un domaine dans lequel le jeu vidéo est extrêmement performant, c'est adapter le niveau de difficulté pour créer ce qu'on appelle la courbe de flow, où plus je progresse, plus la difficulté augmente et j'ai une espèce de concentration maximale en étant dans l'état de flow. Et on essaye de récupérer cette mécanique-là des jeux vidéo pour l'implanter dans les EIH. Quand on complexifie la classe, quand on met des choses nouvelles, intéressantes, il se passe des choses intéressantes. Alors peut-être je vais prendre l'anecdote la plus ancienne que je connais. C'est celle que j'étais en train de faire mon master. Donc j'étais en train d'expérimenter un EIH. C'était un jeu en géologie. Puis j'étais vraiment très fier de ce jeu. Et puis donc j'ai mis le jeu dans la main des élèves. Et j'ai vu plein d'élèves qui étaient vraiment intéressés, qui étaient en train de construire, c'était des coupes géologiques à reconstruire, c'était une espèce de puzzle en fait qu'ils avaient à faire. J'étais vraiment très content de moi, je me suis dit, j'ai développé quelque chose qui est vraiment pertinent à mettre dans la classe, les élèves ont l'air intéressés, ils ont l'air de réussir, donc probablement ils apprennent. Et puis j'avais fait un petit questionnaire à l'époque, et puis j'avais interrogé les élèves à la sortie du cours, ils m'avaient dit « Ah, monsieur, on a bien joué, mais on n'a rien appris aujourd'hui ». Alors là, j'étais un petit peu vexé parce qu'évidemment, je travaillais c'était un master de didactique, donc j'étais là théoriquement pour qu'ils apprennent quelque chose et j'étais un peu déçu. Et puis après, j'ai regardé les traces, parce que j'avais recueilli les traces de ces élèves. Et puis en fait, je m'étais rendu compte que, en fait, ils avaient appris, ils ne s'en étaient pas rendu compte. Et je m'étais aperçu que j'avais oublié quelque chose, justement. C'est que j'avais mis un EIH dans la classe, mais j'avais oublié de réfléchir à tout l'environnement. C'est-à-dire qu'il manquait quoi dans cette situation? En particulier, il manquait la phase de débriefing, ou pour employer les termes didactiques, de la phase d'institutionnalisation, où on aide les élèves à prendre conscience de leurs apprentissages.